Ce soir, le gouvernement Trudeau encore sous pression pour dévoiler son plan pour la vaccination au Canada. Le major général Danny Fortin des Forces armées laisse filtrer quelques détails. Québec recule sur sa permission de rassemblement restreint à Noël. L'Alberta planifierait la création d'hôpitaux de campagne. On rejoint à Edmonton le politologue Frédéric Boily. Les fameux vaccins, le recul de François Legault, la conférence fédérale provinciale à venir sur la santé, l'analyse des dossiers chauds avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les jours se suivent et se ressemblent à Ottawa. Le gouvernement Trudeau a encore une fois été sommé de présenter aux Canadiens son plan pour la distribution des vaccins contre la COVID. Le chef de l'opposition officielle veut connaître d'ici le 16 décembre la date de distribution de chaque type de vaccin au pays, le nombre de Canadiens qui pourront se faire vacciner chaque mois et quels groupes seront vaccinés en priorité. Voici Erin O'Toole. Les Canadiens ont besoin d'un plan avant Noël pour le vaccin. Un plan avec des détails, particulièrement pour nos communautés autochtones, les Forces armées canadiennes et nos vétérans, les trois enjeux dans la juridiction fédérale. On a besoin d'une timeline pour chaque vaccin et un plan pour la distribution par province. Il n'y a pas un plan maintenant. Et nos forces armées canadiennes ont besoin d'un plan aussi pour leur mission d'aider le gouvernement avec le vaccin. Et justement, le major général Danny Fortin des Forces armées canadiennes a participé aujourd'hui au point de presse hebdomadaire des autorités de la santé publique. On y a appris, entre autres, que le vaccin conçu par Pfizer pourrait être approuvé par Santé Canada d'ici les 10 prochains jours et offert à partir de la première semaine du mois de janvier. On nous a rappelé aussi que le Canada devrait recevoir au moins 6 millions de doses de ce premier vaccin au début de 2021, ce qui permettrait donc de vacciner 3 millions de Canadiens. Le vaccin de Pfizer est celui qui doit être conservé à des températures extrêmement froides. Alors, à ce sujet, le major général Danny Fortin. Les congélateurs pour ces températures ultra basses et pour les températures de moins 20 degrés ont été achetés. Nous suivons de près les échéances. Ils sont présentement en voie d'être livrés, installés, et on assure la distribution aux provinces dès leur réception. Des contrats sont établis pour de la glace sèche. Les trousses de manutention sont assemblées et seront installées aux différents points de transfert de la chaîne du froid en collaboration étroite avec nos partenaires. Les vaccins qui sont conservés à des températures ultra basses et ceux congelés à moins 20 seront les premiers à être offerts à compter de janvier. Pendant ce temps, il semble que plusieurs Québécois devront changer leur plan pour le temps des fêtes. Le gouvernement Legault fait marche arrière sur sa décision de permettre 2 rassemblements de 10 personnes entre le 24 et le 27 décembre. Le premier ministre avait proposé un contrat moral aux Québécois à la mi-novembre, mais tout cela était conditionnel à ce que la situation sanitaire ne se détériore pas. Devant la hausse des cas de COVID-19 et la pression de plus en plus forte sur les hôpitaux, François Legault affirme qu'il n'avait plus le choix de reculer. C'est pas réaliste. Et, je le répète, on doit, quand on prend notre décision pour Noël, d'abord penser aux infirmières, penser au personnel qui est déjà fatigué. Il faut penser aussi à nos parents, nos grands-parents qu'on aimerait rencontrer à Noël. Il n'y a personne, je suis certain, au Québec qui veut regretter un peu toute sa vie d'avoir contaminé sa mère, son grand-père, avec les conséquences possibles qu'on connaît. Donc, je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Cela dit, le premier ministre Legault a aussi dû se livrer à un mea culpa à ce point de presse lors d'une entrevue accordée récemment au magazine L'Actualité. M. Legault avait soutenu qu'il n'avait commis aucune erreur depuis le début de la pandémie. L'opposition à l'Assemblée nationale lui a donc reproché de se donner une note parfaite, et ce malgré tous les problèmes rencontrés dans les CHSLD au début de la crise de la COVID. Voici à nouveau François Legault.
pour revenir sur les commentaires de certaines personnes de l'opposition aujourd'hui, de dire que je me donne une note parfaite là, pour la gestion de la crise. Je me donne pas une note parfaite pour la gestion de la crise. Si c'était à refaire, j'ouvrirais pas la porte à 2 jours de rassemblement à Noël. Mais en même temps, à l'époque, quand on a pris cette décision-là, on pensait sincèrement que c'était possible que la situation s'améliore. À l'instar du Québec, la situation se détériore en Alberta, qui continue d'établir de nouveaux records quotidiens d'infection à la COVID. En fait, l'Alberta figure maintenant en tête au pays pour le nombre de cas actifs par habitant, ce qui entraîne une énorme pression sur le système hospitalier, tellement que l'Alberta envisage mettre en place des hôpitaux de campagne à Calgary et à Edmonton pour faire face à la crise. C'est justement à Edmonton que je retrouve Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, on rapporte que les pires prédictions sont en train de se concrétiser en Alberta. Jusqu'à quel point la situation est critique chez vous? Elle est critique et on pourrait donner, disons, en preuve le fait que maintenant, les lits de soins intensifs qui étaient précisément pour la COVID, pour ceux qui souffrent de la COVID-19, maintenant sont à pleine capacité. C'est-à-dire qu'on avait une capacité de 70 et là maintenant, on l'a dépassé et de beaucoup. Et ce qui fait que si les lits de soins intensifs sont pleins maintenant, c'est qu'il faut trouver donc des places supplémentaires. Ouais. D'où cette fameuse demande qui a été faite là, auprès du gouvernement fédéral et de la Croix-Rouge pour établir des hôpitaux de campagne au cas où la situation se détériorait encore. En tout cas, c'est, disons, ce que le gouvernement affirme et certains déjà disent que on s'en va manifestement vers cette solution-là. Oui, parce qu'on parle de 4 hôpitaux de campagne en tout. Ce serait pour quand et pour combien de patients éventuels? Est-ce qu'on a ces détails-là? Non, je pense qu'on n'a pas encore ces détails-là, ou en tout cas, quand la nouvelle a sorti hier, et en fait, le gouvernement était plutôt réticent à en parler, ce sont des sources extérieures donc, qui sont venues en parler, et par la suite, ça a été confirmé comme quoi on avait des pourparlers d'entreprises du côté du gouvernement, et comme je vous l'ai mentionné, c'est que le gouvernement se défend encore, et les services de santé se disent que c'est encore préventif, c'est-à-dire qu'on veut prévoir une situation qui pourrait se détériorer. Sauf qu'avec le nombre de cas qu'il y a eu, dans les 2 dernières semaines, et le fait que l'Alberta maintenant a plus de cas actifs au pays, ça fait en sorte que on a l'impression qu'il va y avoir un besoin pour des hôpitaux de campagne et que par conséquent, la situation s'est trop détériorée dans les 2 dernières semaines, je vous dirais. Et là, ce qu'on va surveiller, c'est la prochaine semaine qui va être probablement cruciale pour savoir si les mesures qui ont été prises la semaine dernière de renforcement vont donner des résultats parce que cette semaine, ça n'a pas semblé donner de résultats. Bon, vous parlez des mesures prises la semaine dernière. Ça m'amène à vous parler de la gestion de la pandémie de façon générale en Alberta, alors qu'il y a une majorité de provinces canadiennes qui prenaient des mesures sévères pour freiner la propagation de la pandémie. En Alberta, on décrétait pas vraiment de confinement. Le masque n'était pas obligatoire partout. Il y a des bars, des restaurants qui restaient ouverts. Est-ce que l'Alberta, je dirais, s'est réveillée un peu en retard par rapport à la COVID, a été négligente dans sa gestion de la COVID? Moi, je pense qu'il y a eu une certaine négligence. C'est-à-dire que du côté du gouvernement et du côté de Jason Kenney tout particulièrement, c'est la question de l'économie qui a passé en premier. Évidemment, on dit qu'on essaie de trouver un certain équilibre, mais il est clair que du côté du gouvernement et de Jason Kenney, on ne voulait pas avoir un confinement comme celui du printemps. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Jason Kenney s'est excusé en disant que le confinement du printemps dernier avait été trop dur et qu'il avait touché de manière trop forte les petites entreprises, les petits entrepreneurs, et qu'il ne fallait surtout pas revenir à cette situation-là d'un confinement qui aurait duré peut-être, disons, une quinzaine de jours, peut-être 3 semaines, et qui aurait peut-être permis, si le confinement avait eu lieu, disons, il y a près de 2 semaines, de peut-être d'avoir des effets un peu plus bénéfiques présentement. Et je vous dirais que c'était même demandé par certains, évidemment, médecins, mais aussi même par certains membres de la communauté économique, parce que on a peur de manquer finalement le temps des fêtes
C'est-à-dire que si jamais la situation se dégrade et que là, finalement, le gouvernement est obligé de se résoudre à un confinement, ça se pourrait être un confinement qui arrive en pleine période des fêtes et donc on ne serait pas très satisfait même du côté économique. Oui, c'est ça. Parce qu'on apprend aussi que des prédictions de la santé publique laissaient présager déjà au mois de novembre les pires scénarios dans les hôpitaux en Alberta, scénarios qui visiblement sont en train de se concrétiser, se réaliser, mais que le premier ministre Jason Kenney n'aurait pas voulu les rendre publics pour ne pas alarmer la population. Qu'est-ce qu'on pense de ça en Alberta, qu'on ait peut-être voulu cacher des données alarmantes? Disons que ça passe pas très bien. Évidemment, ça passe pas très bien du côté de l'opposition. Et en plus, le problème, c'est que maintenant, Jason Kenney commence à être débordé sur son aile droite. C'est-à-dire que sur son aile droite, certains vont dire que il faut surtout pas aller vers le confinement. Et c'est peut-être ce qui a expliqué que dans un premier temps, les conservateurs ont voulu garder ces informations, disons, ne pas les rendre publiques et que par conséquent, là, on a maintenant un Jason Kenney qui se trouve sous pression à la fois sur sa gauche parce qu'on dit qu'il tarde à mettre des mesures, qu'on n'a pas de politique, par exemple, pour porter le masque qui soit valable pour l'ensemble du territoire, et sur sa droite, par certains qui lui disent il ne faut surtout pas aller vers un confinement, et déjà les mesures qui sont prises vont trop loin. Il y a eu une manifestation à Calgary cette fin de semaine de la part de gens qui ne veulent pas porter le masque, et on a accusé là encore Jason Kenney de ne pas avoir critiqué sévèrement ou de ne pas avoir empêché cette manifestation. Donc, on le voit, là, il est vraiment coincé entre deux options, et on dirait qu'il ne veut pas nécessairement prendre des décisions qui s'imposent. Le temps file, il faut aller plus vite, mais je veux vous entendre sur les conséquences politiques quand même de cette crise sur le gouvernement de Jason Kenney. Le premier ministre Kenney a déjà perdu des plumes dans les sondages à cause de sa gestion de la pandémie. Quel est l'impact à prévoir sur sa popularité éventuellement? Déjà, comme vous l'avez mentionné, les sondages laissent entendre que sa popularité est à la baisse. Et si le programme de vaccination ne va pas comme il le prévoit, ça pourrait encore accentuer cette baisse-là et favoriser ses adversaires politiques. Non seulement les néo-démocrates, mais aussi certains groupes politiques ou partis politiques qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, essaient de s'organiser sur sa droite et qui se faisaient déjà entendre avant même la pandémie. Donc, pour les conservateurs unis de Jason Kenney, pour le moment, c'est un passage particulièrement critique qui pourrait avoir des conséquences réelles pour le parti lors de la prochaine élection. Oui, ça va être intéressant à suivre parce que il y a à peine un an, Jason Kenney était un des premiers ministres les plus influents sur la scène canadienne. Alors, on verra les effets de cette gestion de la pandémie à venir pour lui. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. La COVID, mais aussi évidemment les vaccins. Sans surprise, ce sera le premier sujet de discussion avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Conrad, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vraisemblablement, des pays vont débuter leur vaccination la semaine prochaine, dont le Royaume-Uni et les États-Unis. Althia, qu'est-ce qu'on doit penser du fait que le gouvernement Trudeau, ici, ne fournit toujours pas de date précise, ni de nombre suffisant, finalement, de vaccins pour le Canada? Le nombre suffisant, c'est, je dirais, plus inquiétant que la date comme telle. Le gouvernement aimerait dire que la décision reste avec les experts, les scientifiques, les gens en Santé Canada qui vont regarder l'information que les compagnies leur donnent et puis qui vont prendre une décision qui n'est pas politique pour savoir si on approuve le vaccin ou non, les vaccins qui viennent devant eux. Je pense que c'est une bonne raison, si on peut dire. On voudrait pas que Justin Trudeau ou Patty Hajdu soient les gens qui prennent la décision pour dire oui, on croit que le vaccin est assez sécuritaire. Par contre, ce qui vient à l'autre côté de la médaille, combien
de vaccins on va avoir, combien de doses, qui va les avoir, comment est-ce que ça va être géré. On commence à avoir des réponses, mais pour les partis d'opposition, c'est pas des réponses assez claires. Oui, visiblement, parce que toute la semaine, vraiment, on a posé des questions concernant l'arrivée des fameux vaccins. Conrad, bon, alors qu'on commence à vacciner dans d'autres pays, si jamais on constate dans ces pays-là où on va vacciner que le vaccin a des effets secondaires graves, parce que ça peut arriver, on ne sait pas encore, là, quel effet ça pourrait avoir ici sur le gouvernement? Bien, c'est une question hypothétique, mais oui. Ce que ça indique, c'est que la réponse du gouvernement ici, moi, je suis un peu réticent à critiquer le gouvernement parce qu'ils insistent pour dire que Santé Canada prend le temps nécessaire pour approuver ces vaccins-là et que les compagnies pharmaceutiques ne livrent pas de vaccins avant que ça soit approuvé dans les pays, chacun des pays. Donc, on a vu que la Royaume-Uni a choisi cette semaine, le département qui s'en occupe, d'approuver le vaccin. On sait que le 14 décembre, la FDA aux États-Unis va probablement le faire. Donc, on sait pourquoi ces pays-là auront des vaccins plus rapidement que nous. On ne sait pas exactement quand Santé Canada va approuver les vaccins, mais on ne veut pas se retrouver aussi avec la même situation avec le Boeing 737. Donc, mais je plaisante d'une certaine façon, mais ce que ça indique aussi, moi, je ne suis pas inquiet. Je trouve que on exagère en disant que le Canada a un retard important par rapport aux autres pays. Quand Jason Kenney dit qu'il va avoir des vaccins le 4 janvier, je crois que on sera bien positionné pour commencer à vacciner les gens les plus vulnérables. Oui, Joël Denis, de retour aux communes, ça fait des semaines donc que les conservateurs réclament des vaccins au plus vite. Qu'est-ce qu'on doit penser du député conservateur Derek Sloan qui parraine une pétition qui compare l'opération de vaccination à une expérimentation humaine? Bon, en fait, c'est assez, comment dirais-je, paradoxal de voir que ce député conservateur dépose cette pétition alors que son chef fait une croisade pour obtenir justement des réponses plus claires à la vaccination, au vaccin, à la date de distribution et le reste de l'opération. Mm-hmm. Donc, ça vient un peu miner le travail que fait Erin O'Toole. D'ailleurs, il a été beaucoup interrogé à ce sujet au cours des dernières heures et même durant la journée des débats portant sur sa motion qui demande justement au gouvernement de présenter un plan précis d'ici le 16 décembre par rapport à la distribution et l'accès au vaccin. Donc, mais je suis d'accord avec Conrad. Je trouve qu'on exagère un peu la portée des critiques. Il y a beaucoup de variables inconnues encore et c'est pour cette raison que le gouvernement hésite à donner une date précise parce qu'il peut y avoir des pépins de production du vaccin et ça pourrait arriver pour certaines compagnies. Les machines pourraient lâcher, donc ça pourrait reporter d'autant l'accès au vaccin. Donc, on veut avoir la certitude que ce soit coulé dans le béton avec ce comète pour ne pas décevoir les gens. Et c'est ce qu'on appelle gérer les attentes. C'est comme ça qu'il faut le faire, je pense, pour éviter de décevoir beaucoup de gens qui attendent ce vaccin. Oui, d'autant plus qu'au Canada, on n'a pas de capacité de production du vaccin, donc ça complique les choses pour avoir des dates précises. Du côté du Québec maintenant, le premier ministre Legault, finalement, recule sur sa décision de permettre des rassemblements de Noël, des rassemblements restreints. Là. Bon, plusieurs disent que c'était prévisible. Althia, qu'est-ce qu'il faut en penser? Que le premier ministre Legault essaie d'être franc et sincère avec la population. Il a présenté ses excuses. Il n'y avait pas de boule de cristal. Il s'est prononcé trop tôt. Et puis, il croyait vraiment, peut-être, il est très optimiste. Il pensait vraiment qu'il est en train de faire la bonne chose, de donner aux Québécois l'espoir de pouvoir se rencontrer à Noël, de pouvoir se rassembler en famille. Puis que là, il voit les données qui se présentent devant lui et puis qu'il n'attend pas la date d'échéance. Il nous a dit que Dr. Arruda avait dit qu'il fallait prendre une décision avant le 11 décembre, alors il la prend aujourd'hui au lieu. Et puis, bon, ça donne le temps aux gens de se préparer, peut-être de canceller les plans qu'ils allaient faire, de peut-être pas acheter autant de bouffe qu'ils planifiaient pour le 24, le 25, le 26 ou le 27. C'est décevant. Je pense qu'espère que les gens vont suivre les directions, mais ils doivent s'attendre qu'il y en a qui vont
pas vraiment le faire aussi. Oui, parce qu'il y a sûrement des Québécois qui vont être déçus de cette décision-là du premier ministre Legault. Conrad, le premier ministre Legault qui a aussi fait son mea culpa aujourd'hui parce qu'il avait affirmé au magazine L'Actualité qu'il n'avait pas fait d'erreur. En fait, qu'il n'avait fait aucune erreur dans la gestion de la pandémie. On sait que c'est pas la première fois que le premier ministre Legault fait son mea culpa. Il semble, depuis le début de cette crise, il semble que la population du Québec aime ça. Est-ce que, deuxième fois, quel impact, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur sa popularité, l'effet sur M. Legault de ce deuxième mea culpa? Écoutez, pour ce qui est de la gestion du message, c'est un gâchis total. Et je crois qu'ils le savent aussi. Et je crois qu'il va y avoir des retombées là-dessus. Les gens vont beaucoup discuter. Si c'est pas autour de la table à Noël, ça va être au téléphone à Noël. Les gens vont de façon virtuelle. Mais écoutez, il improvise. Il sait pas ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il voulait faire une décision politique en disant qu'on pouvait se rassembler en Noël et les autorités sanitaires lui ont dit que, écoutez, vous devez mettre le frein. Donc, pour ce qui est de la gestion de l'image, c'est un cas à étudier pour quoi il ne faut pas faire. Oui. L'erreur à ne pas répéter. Donc, oui, c'était très mal fait. Oui. Joël Denis, si on regarde ce qui se passe du côté de l'Alberta maintenant, la situation de la COVID vraiment empire là-bas. Jason Kenney perd des plumes à cause de sa gestion de la pandémie. Si on pense qu'il y a à peine un an, quand même, Jason Kenney, c'était le premier ministre le plus influent au Canada de tous les premiers ministres provinciaux. Quel impact ça pourrait avoir en bout de ligne sur le premier ministre Jason Kenney? On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Sa cote de popularité a beaucoup diminué. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'au printemps, l'Alberta se tirait mieux d'affaires que les autres provinces. En fait, M. Kenney envoyait de l'équipement ailleurs. Il a envoyé l'équipement au Québec, il a envoyé à l'Ontario. Maintenant, sa province est sur le point de réclamer des hôpitaux de fortune de la Croix-Rouge. C'est quand même invraisemblable, le revirement de la situation. Et ça va avoir un effet politique. On le voit déjà dans les sondages. Heureusement, M. Kenney a un peu de temps devant lui pour récupérer, mais il faudra, je pense qu'il trouve un miracle pour récupérer de cette crise parce que ça a un effet important et ça pourrait évidemment écorcher sa crédibilité sur la scène nationale. Il était vu comme étant un des principaux premiers ministres qui pouvait porter le message à Ottawa. Maintenant, sa gestion de la crise remet en cause la gestion qu'il a faite dans sa propre province. Donc, ça écorche évidemment le messager. Oui, c'était le leader aussi du mouvement de la droite un peu au pays. Sur la conférence fédérale provinciale, maintenant, on a appris cette semaine, le 10 décembre, on va discuter évidemment du financement en santé. Altia, les provinces, on le sait, réclament une hausse de 23 à 35 % des paiements de transfert. Le premier ministre Trudeau a dit, en fait, il n'a pas vraiment fermé la porte cette semaine. On a le sentiment que chacun tient un peu une position de négociation. À quoi on peut s'attendre à cette conférence fédérale provinciale? Bien, c'est toujours bien intéressant. Le problème, vraiment, c'est que les provinces n'ont pas la capacité de pouvoir vraiment remplir toutes leurs responsabilités en termes de transfert de santé des hôpitaux, des infirmières, des médecins. Puis Ottawa se frustre parce que quand on accroît les transferts en santé, parfois, souvent, les provinces utilisent ces fonds-là pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a vu, par contre, durant la gestion de la pandémie, c'est que ce soit la proposition pour les services de longue durée ou pour les écoles, pour le dépistage, les provinces ont accepté de prendre l'argent du fédéral puis de le dépenser pour certaines choses. Est-ce que les provinces vont accepter les termes d'Ottawa? Je pense que les libéraux veulent se présenter comme ils vont faire quelque chose pour les provinces, mais ils veulent pas, ils veulent avoir les crédits. Oui, ils veulent pas mal franche. Ils veulent pas des normes nationales non plus. Conrad, justement, le Bloc québécois a réussi à faire passer cette semaine aux communes une motion en faveur de l'augmentation des transferts en santé aux provinces sans normes nationales. C'est une motion qui a quand même reçu l'appui des conservateurs et du NPD, il faut le dire. Est-ce que ça donne des munitions aux provinces à la veille de cette conférence fédérale provinciale? Absolument, absolument. Je crois que Erin O'Toole, en tant que chef conservateur, se crée un petit problème pour l'avenir si jamais il devient premier ministre sur cette question-là. Mais ça indique aussi que il y a un front commun qui se forme.
pour les transferts en santé et que le gouvernement Trudeau ne sera pas capable cette fois-ci de diviser pour mieux régner comme il l'a fait la dernière fois en 2016 et qu'il ne peut pas acheter la paix à rabais. Et que c'est sûr que le Québec va être très dur sur cette question-là, il va mettre beaucoup de pression pour que les transferts de santé soient augmentés. Et comme le transfert canadien de santé, par principe, il n'y a pas de conditions attachées à ce transfert-là. Ouais. C'est un principe fondamental de ce transfert depuis son existence que l'idée d'essayer d'y attacher des conditions ça passerait tout simplement pas. Joël Denis, je le disais il y a un instant, le Bloc québécois a réussi à passer une motion pour augmenter les transferts en santé vers les provinces. Le Bloc, on en parlait la semaine passée, a aussi forcé un débat sur la protection du français à Montréal, un débat qui a eu lieu donc aux communes. On dirait que le Bloc québécois a réussi quand même pas mal à imposer son agenda aux communes. Qu'est-ce que vous pensez du travail du Bloc québécois au Parlement canadien? Évidemment, le Bloc a su tirer son épingle du jeu durant cette pandémie, je vous dirais, parce qu'il a mis beaucoup de propositions, même durant le début de la pandémie. La subvention salariale, ça a été une idée qu'a défendue avec beaucoup d'âpreté le Bloc québécois au début. Il a aussi frappé très fort sur le fait que les partis politiques touchaient cette subvention salariale et a forcé au moins le Parti conservateur à reculer, même le Parti libéral, mais pas forcément à rembourser. Donc, le Bloc tire son épingle du jeu. Il faut dire qu'il a choisi des dossiers qui lui tiennent à cœur. Le respect des provinces et les transferts en santé, c'est très populaire au Québec. Et on voit qu'il se tient quand même assez bien dans les sondages au Québec. S'il y avait des élections, je pense que le Bloc conserverait ses sièges et irait peut-être aller chercher quelques-uns supplémentaires. Donc, ça ouvre la porte à un débat ou à une campagne assez intéressante, mais qui, faut-il le rappeler, je pense, devrait avoir lieu au printemps. On semble se préparer, tous les partis politiques se préparent pour un affrontement électoral au printemps, après le dépôt du budget fédéral. Il nous reste moins d'une minute. Althia, est-ce que vous êtes d'accord avec Joël Denis là-dessus? Absolument. Je pense que le succès du Bloc québécois vient de démontrer que la prochaine élection va vraiment se trancher au Québec, surtout si c'est vraiment l'endroit où les gouvernements peuvent avoir un gouvernement majoritaire, les partis politiques peuvent se trouver majoritaires. Sinon, peut-être récompensés pour des pertes dans d'autres endroits au pays. Il y a beaucoup de luttes à 2, à 3. Et puis, on sait que le Parti conservateur, Erin O'Toole nous a dit qu'ils vont miser 30 sièges au Québec. Ils veulent se prononcer. On a vu M. O'Toole, là, tout le monde en parle, dimanche dernier. Il veut suivre un exemple, il veut tourner la page, il veut se présenter comme un nouveau chef d'un parti avec peut-être une nouvelle peinture. Alors, c'est ce qu'on voit dans la Chambre des communes aussi. Conrad, le mot de la fin sur ce que vient de dire Althia, aussi sur le fait que le Bloc québécois a quand même imposé pas mal un agenda aux communes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, ça indique, comme on a dit la dernière semaine, que les comtés prenables sont au Québec. Chacun des partis voit qu'il y a une opportunité de faire des gains au Québec. Mais comme tout en cette année de 2020 a été tellement imprévisible, j'ose pas faire des prévisions pour 2021. On va voir au mois de mars où on en est dans la vaccination et où on en est dans la pandémie. Et parce que la donne pourrait changer si la performance du gouvernement Trudeau n'est pas à la hauteur dans ce débat-là. Parce qu'on a vu que le taux de satisfaction envers du gouvernement Trudeau a baissé quand même depuis le mois de septembre, sensiblement, et que tout va se jouer autour de cette campagne de vaccination. Oui. Ça a été une année, le moins qu'on puisse dire, comme vous venez de dire, imprévisible. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci, Esther. Bonsoir. Bye-bye. Merci, à vous aussi. Et en terminant, cela fera 31 ans samedi que le Québec vivait la pire tuerie de masse de son histoire. La tragédie de Polytechnique, c'était donc à Montréal le 6 décembre 1989. Et aujourd'hui, à la Chambre des communes, les députés ont rendu hommage aux 14 femmes victimes de ce drame. Le premier ministre Justin Trudeau a aussi saisi l'occasion pour rappeler que son gouvernement a récemment banni 1500 modèles d'armes à feu, dont celui utilisé lors de la tuerie de Polytechnique. Il a aussi rappelé l'importance de combattre la violence envers les femmes.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.